Je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, ça me change des interventions que je fais d'habitude auprès des Master MEF où j'ai plutôt les disciplinaires en EPS. Et donc voilà, je suis content de m'adresser à un autre public. Alors avant de commencer, je vais vous faire circuler des ouvrages que je vous ai ramenés et qui me paraissent intéressants à divers titres. Donc je vais vous en dire quelques petits mots et ensuite vous les faites circuler, vous regardez ça. Le premier que je vous conseille, c'est celui-là, Éducation à l'environnement. C'est un ouvrage qui a été publié il y a quelques semaines par un collègue qui s'appelle Laurent Besse et une autre collègue qui s'appelle Dominique Bachelard. Et ils ont travaillé en fait sur l'éducation à l'environnement dans son histoire pour expliquer finalement pourquoi aujourd'hui les configurations des dispositifs d'éducation à l'environnement avaient pris cette orientation. On va en parler justement de qu'est-ce qu'un dispositif d'éducation à l'environnement aujourd'hui. Et là, vous avez la dimension historique. Alors, je trouve que cet ouvrage-là, il est très intéressant parce qu'il positionne l'éducation à l'environnement dans le champ des éducations A. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais l'éducation aux médias, l'éducation à la politique, l'éducation au numérique, l'éducation à la sexualité, etc. Tout ça, ce sont des éducations A qui ont la particularité d'être communes sur le côté de la transversalité et de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que toutes les éducations A s'abordent toujours d'un point de vue interdisciplinaire. Les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales sont des composantes de ces éducations A. Et en tant que futurs enseignants, si vous voulez faire de l'éducation au numérique ou de l'éducation à l'environnement ou de l'éducation aux médias, il va falloir vous intéresser à la fois aux travaux de sciences de la vie, de sciences sociales, de sciences humaines, etc. Et donc je trouve que c'est intéressant cette approche-là. Donc ça, je voulais ramener au premier livre. Deuxième, c'est un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Diversité, qu'on appelle souvent, qu'on qualifie souvent comme étant une revue interface. Revue interface, ça veut dire que c'est une revue dans laquelle publient des chercheurs, mais à destination des professionnels. Et donc c'est intéressant parce que ce n'est pas une revue de profs écrite pour des profs, si vous voulez. C'est une revue d'enseignants et d'enseignants-chercheurs écrite pour des professionnels de l'éducation. Et donc vous avez des points de vue parfois un peu critiques sur certaines propositions pédagogiques ou certains dispositifs. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je vous la fais passer. Elle portait ce numéro-là spécifiquement sur l'école écologique. Et vous verrez comment construire une école écologique, quelles sont les limites à la construction d'une école écologique, avec des articles, des entretiens, etc. C'est un numéro de 2020. Le troisième, alors celui-là, vous y faites très attention parce que j'y tiens beaucoup, c'est le manuel qui a été publié par le collège-lycée de Bora Bora sur l'écologie corallienne de l'île de Bora Bora, du lagon donc, et qui a été fait en grande partie à destination des élèves de l'AME. Donc concrètement, c'est comment aborder les questions coralliennes et tout ce qui va avec, aux différents cycles, depuis le cycle 2 en particulier jusqu'au cycle terminal, que ce soit d'un point de vue donc, des connaissances scientifiques génériques sur le lagon, mais aussi d'un point de vue des entrées disciplinaires. Par exemple, comment faire l'histoire du lagon et dans quelle mesure est-ce que s'intéresser au lagon permet de faire de l'histoire? Ou comment faire de la philosophie, avec par exemple tout un chapitre sur les Taora, par exemple. Ou bien comment faire des maths. Vous verrez aussi que là-dedans, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est très précieux parce que c'est un manuel spécifique, si vous voulez, à l'île de Bora Bora, mais qui pourrait inspirer largement ce qui se fait évidemment dans les autres archipels et sur les autres îles. Et enfin, alors le dernier, celui-là, j'ai pensé à vous parce que c'est un ouvrage donc, qui est paru il y a peu de temps sous la direction de quelqu'un qui s'appelle Louis Brigand. Louis Brigand, c'est un peu l'une des figures aujourd'hui des recherches sur les îles. Pas seulement les îles du Pacifique, mais toutes les îles. Et notamment, il travaille sur les notions d'insularité et d'illéité, qui est un concept intéressant, dont on va peut-être parler, surtout quand on fera le TD en histoire géo.
Mais le concept d'illéité, il est très très intéressant, cette idée que finalement, souvent on perçoit les habitants des îles comme des gens qui se referment du fait de l'éloignement, etc. Et en fait, l'idée d'illéité, c'est que l'habiter une île amène à des pratiques de socialisation, des pratiques culturelles qu'on ne retrouve pas dans d'autres contextes et qui en fait sont très très riches d'un point de vue culturel, social, etc. Donc si vous voulez, l'idée d'illéité, c'est appréhender la dimension un peu positive de l'habitat sur des îles. En particulier, alors je ne parle pas de Tahiti qui bien sûr est une île, mais qui quand même est à une taille qui permet beaucoup d'échanges culturels, etc. Mais évidemment, les îles où il y a beaucoup moins de monde. Voilà. Et donc, vous avez quelques éléments dans ce livre sur les îles de Polynésie, mais vous verrez que vous pouvez faire, et ça c'est très intéressant, je trouve, pour les programmes des différents concours, des liens entre les situations d'insularité, que ce soit les îles de l'Atlantique, de l'océan Indien, des îles européennes, des îles du Pacifique, etc. Voilà, donc c'est quatre ouvrages qui me paraissent intéressants. Avant de commencer spécifiquement la conférence donc, sur l'éducation relative à l'environnement, et puisque Caroline m'y invite, je l'ai fait tout à l'heure pour les Master 1, donc je vais le faire pour vous aussi, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, l'institution de l'éducation nationale parle d'éducation au développement durable. Et dans tous les textes que vous verrez sur les programmes, sur le curriculum d'éducation au développement durable, il y a ce terme, l'éducation au développement durable. Or, lorsqu'on s'intéresse aux chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle l'éducation au développement durable, on se rend compte que c'est un terme qu'ils ont décidé d'abandonner. Et j'en veux pour preuve, ce que je suis en train de vous projeter ici, c'est le site internet du laboratoire le plus reconnu mondialement sur les questions d'éducation à l'environnement, qui est un laboratoire canadien, qui s'appelle le Centre ERE et qui publie la revue la plus lue, sans doute même au niveau mondial, sur l'éducation à l'environnement, qui s'appelle Éducation relative à l'environnement, ERE. Eh bien, ce laboratoire a décidé de ne pas faire figurer le terme développement durable dans son logo, ni dans même le texte de présentation du laboratoire, pour une raison que je vais vous expliquer, qui est qu'en fait, l'éducation au développement durable, enfin la notion de développement durable, elle est quasiment antinomique avec la manière dont on sait qu'il faut qu'on considère l'éducation à l'environnement aujourd'hui. Alors j'essaye de prendre un exemple. Qui dit développement durable dit développement. Qui dit développement dit entrer dans une ère liée aux productions, dans des logiques libérales, néolibérales, liées à des enjeux économiques. En fait, faire du développement durable, c'est comment développer tout en essayant d'être, comme disent les Anglais, sustainable, donc responsable. Mais il y a quand même l'idée de développement. Or, aujourd'hui, dans l'éducation à l'environnement, on a toute une dimension de remise en question de ce développement et de considération d'autres manières de vivre notre planète que celle du développement, qui vont jusqu'à la décroissance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme-là. Ça, c'est l'extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui considèrent qu'il faudrait décroître pour pouvoir habiter la planète. Et ce matin, on avait une conférence de Paul Mauger, qui est donc climatologue, et que vous connaissez peut-être, qui est doctorant à l'UPF. Bon, quand on a entendu cette conférence, à la fin, on s'est dit, oui, en fait, il faudrait peut-être décroître pour enfin réussir à tenir les accords de Paris sur le 1,5 degré pour le climat, etc. Bref, donc je voulais juste vous sensibiliser à ça. En tant qu'enseignant, vous devez utiliser le terme éducation au développement durable parce que c'est le terme institutionnel choisi, mais sachez que dans la communauté des chercheurs, de plus en plus de personnes décident de ne plus utiliser ce terme pour pouvoir remettre en question justement cette notion de développement. Voilà, donc ce diaporama, bien sûr, il vous sera donné entièrement et ce qui est surtout important, vous allez voir, ce sont les liens vers les sites internet que je vous propose, puisqu'on ne va pas décortiquer tous les documents aujourd'hui qui cadrent l'éducation au développement durable selon le point de vue institutionnel, mais on va quand même les passer un petit peu en revue pour voir dans quel univers finalement vous allez évoluer de ce point de vue-là, d'un point de vue professionnel. Donc. Alors, si ça fonctionne, ouais, voilà.
commencer par vous dire que il existe une plateforme nationale sur l'éducation au développement durable, qui est donc sur le site Eduscol. Je vous ai fait une petite capture en haut à droite. Et sur cette plateforme, vous avez 4 documents majeurs pour construire des projets avec vos élèves d'éducation au développement durable. Vous avez d'abord un Vademecum, qui est une espèce de, on va dire, de synthèse de tous les principes, tous les piliers de l'éducation au développement durable. Donc c'est une espèce de résumé que je vous conseille de regarder. Vous avez ensuite un autre document qui synthétise les 4 compétences nécessaires à développer et à travailler dès lors qu'on est sur la question de l'éducation au développement durable. On les verra tout à l'heure de manière un peu plus précise. Un troisième document qui est ce que le ministère appelle un guide pour agir, c'est-à-dire ce sont des préconisations de mise en œuvre. Concrètement, comment organiser une sortie dans la nature ou comment organiser un programme de sciences participatives. Et enfin, un quatrième grand type de document que vous retrouvez sur cette plateforme ministérielle, ce sont les ressources qui sont dédiées à un type de dispositif. Et par exemple, vous verrez qu'il y a une fiche type sur les AME qui explique ce que sont les AME, d'où elles viennent. Et d'ailleurs, pas que les AME, puisqu'on dit AME ici en Polynésie, mais vous le savez, les AME ne sont pas toutes seules dans ce panorama, puisqu'en fait, il y a à côté d'elles ce qu'on appelle des aires terrestres éducatives. En France, il y a plein d'endroits où il n'y a pas la mer. Quand on habite à 300 km de la mer, eh bien, on ne peut pas faire d'AME, donc on fait des aires terrestres éducatives. Et même en Polynésie, depuis l'année dernière, il existe désormais ce que la DG2E a décidé d'appeler des FENUA éducatifs. Il y en a 8 concrètement en Polynésie. Ce sont donc des aires qui ne sont pas que sur une plage, mais qui considèrent la continuité depuis le sommet de la montagne jusqu'au fond du lagon, jusqu'au bleu, en passant par la rivière et par l'estran, par toutes les différentes strates de cette zone géographique. Donc 8 FENUA éducatifs. Et donc vous avez des ressources aussi beaucoup sur ce. Voilà. Alors je me permets de ne pas rentrer dans les détails de chacun de ces documents, parce que ce serait fastidieux, et parce que je pense que vous pouvez le faire vous-même, parce que c'est très accessible. Donc ça, c'est un premier... c'est l'entrée, si vous voulez, quand vous tapez éducation, développement durable, éducation nationale, vous tombez là-dessus sur ce site en haut à droite. Et puis, quand vous allez un peu plus précisément sur comment mettre en œuvre l'EDD dans le cadre des différents cycles, vous tombez sur une deuxième plateforme, l'éducation au développement durable, dans le cadre des enseignements. Et là, vous trouvez 3 grands types de documents. Le premier type de document, c'est le référentiel de compétences, c'est-à-dire que pour chaque cycle, et pour chaque pilier de l'éducation au développement durable, vous avez des compétences qui ont été formalisées et qui sont pensées sous la forme d'un continuum. Je vous en montrerai des exemples tout à l'heure. Vous avez ensuite des documents liés aux progressions dans ce curriculum, avec des scénarios possibles. Par exemple, si on a fait ça en cycle 2, qu'est-ce qu'on peut faire en cycle 3 et qu'est-ce qu'on peut faire en cycle 4 ? Donc des fiches repères de progression. Et enfin, surtout, et ça c'est ce qui est peut-être le plus intéressant pour vous par rapport à vos programmes différents selon les CAPES, ce sont les attendus de fin de cycle. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on attend en fin de cycle 2, 3, 4, cycle terminal, etc. Et là, vous avez une formalisation réelle de ces attendus. Voilà. Donc je vous dis tout ça pourquoi ? Pour vous dire qu'en fait, il y a un cadrage institutionnel de plus en plus précis de l'éducation au développement durable. Et qu'aujourd'hui, en tant que futurs enseignants, vous ne pouvez plus, comme c'était le cas il y a encore 4 ans, 5 ans, vous ne pouvez plus dire je ne sais pas ce qu'il faut faire, il n'y a pas assez de ressources, etc. C'est faux. Aujourd'hui, la ressource, elle existe, les documents ont été institutionnalisés, les parcours ont été très cadrés. Tout ça existe de manière complètement avérée, en particulier sur ce site Internet. Alors, si on pousse plus loin,
on peut dire que cet effort institutionnel qui a été fait pour formaliser tous ces documents, il s'accompagne de tout un tas d'autres ressources. Et là, je vais simplement aller sur chacun de ces sites pour que vous voyiez à peu près comment à quoi ça renvoie. Il existe en fait soit des associations, soit des collectifs, pas forcément groupés sous la forme d'associations qui existent, soit des annexes du ministère, comme c'est le cas pour le réseau Canopé. Donc ce sont des lieux, si vous voulez, de réflexion sur l'éducation au développement durable et de propositions de pratiques pédagogiques. Je prends un exemple. Si vous allez sur le site edubase.eduscol, qui est donc lié au ministère, vous l'avez compris, vous tombez donc sur cette page et vous voyez que vous pouvez, par thème, par domaine, par compétence, par domaine du socle, etc., vous pouvez en fait choisir des ressources qui ont été construites sur différents sujets. Donc là, le ministère a fait cet effort de recenser des initiatives remarquables à l'échelle métropolitaine et ultramarine et propose, vous voyez, par exemple ici, vous avez pour la 6e en histoire géo, ça a été fait par l'Académie de Versailles, et puis vous avez quelque chose autour de comprendre les enjeux des métropoles de demain en lien avec les ODD. Alors on ne va pas tous les faire, bien sûr, il y en a des centaines, mais en tout cas, voilà, vous avez des espèces de scénarios pédagogiques types qui existent et qui peuvent vous inspirer par rapport à votre programme. Deuxième type de... Si j'arrive à aller dessus facilement, voilà. Deuxième type, alors ça, je vais commencer par le réseau Canopé, qui est lui aussi d'une certaine manière lié au ministère de l'Éducation nationale. Donc pour vous le dire vite, le réseau Canopé, c'est la forme actuelle de ce qu'était à l'époque le CNDP, Centre national de documentation pédagogique, et les CRDP, Centres régionaux de documentation pédagogique. Vous voyez là aussi des publications qui sont pour certaines écrites par des enseignants, pour d'autres écrites par des chercheurs. Et vous avez là aussi plein de ressources sur, par exemple ici, comment faire classe dehors, les essentiels, qu'est-ce que je dois faire avant, pendant, après, etc. Donc là aussi, encore une fois, beaucoup de ressources de ce point de vue-là. Et je vous montre un dernier site qui, lui, est intéressant parce qu'il n'est pas lié à l'éducation nationale directement. Il fait partie d'une initiative qui a été construite par une journaliste au Monde qui s'appelle Moïna Fauchier-Delavigne, qui était une journaliste du Monde spécialisée dans les questions environnementales et qui a décidé un jour, parce qu'elle trouvait que l'école ne réussissait pas à suffisamment faire d'éducation à l'environnement, qui a décidé de participer à construire un réseau qui s'appelle aujourd'hui la FAB-PEDA, Fabrication des communs pédagogiques, où les enseignants mutualisent leur préparation de cours, leurs réflexions, etc., etc. Et donc cette FAB-PEDA, Fabrique des communs pédagogiques, elle part de l'idée qu'en fait ce sont les enseignants eux-mêmes qui ont l'expertise de l'éducation au développement durable, ce n'est pas le ministère, et c'est aux enseignants de partager et d'être solidaires entre eux pour se partager leurs ressources. Et donc, sur ce site, c'est pour ça qu'on appelle ça des communs pédagogiques, sur ce site de la FAB-PEDA, vous avez des enseignants qui mettent à disposition de toute la communauté des enseignants qui font partie de la FAB-PEDA, et ils sont aujourd'hui des milliers, des enseignants qui mettent à disposition des scénarios pédagogiques, des fiches séances, des séquences, des évaluations, vous avez plein de choses. Et là aussi, vous pouvez rentrer par niveau, petite section, moyenne section, grande section, etc. Vous pouvez rentrer par thème, vous pouvez rentrer par discipline, vous pouvez rentrer par type d'activité, etc. Donc, un troisième exemple de ressources pédagogiques qui existent un peu au-delà des ressources institutionnelles que vous connaissez. Et si on essaye d'incarner ça en Polynésie, eh bien on se rend compte qu'en Polynésie aussi, il y a beaucoup de ressources qui existent, qui sont de nature diverse. J'en ai choisi 3, par exemple, que vous
vous avez peut-être déjà vu passer. Donc on a ce qui est plutôt lié donc à l'Académie de Polynésie, où vous avez sur le site acpolynésie.pf donc des éléments sur comment aborder le développement durable et l'environnement dans les disciplines, ici en l'occurrence par exemple en EPS, voyez, donc il y a des ressources là-dessus, donc vous pouvez rentrer par là, mais vous pouvez aussi aller voir des ressources un peu plus spécifiques qui sont faites soit par des associations, soit par des enseignants ou des collectifs d'enseignants. Ici par exemple, cette association que vous connaissez peut-être, qui regroupe en fait les associations d'éducation à l'environnement, pas forcément scolaires, de Polynésie. Et vous voyez donc il y a une 60aine d'associations à l'échelle de tous les archipels en Polynésie qui sont groupées dans cette grande association qui du coup, là aussi, met à disposition des ressources. Vous pouvez adhérer à cette association pour pouvoir accéder à toutes ces ressources. Vous voyez qu'il y a des boîtes à outils, etc. C'est une association qui existe depuis 35 ans. Et enfin, d'autres ressources. Alors ici, j'ai choisi par exemple le site de l'AOA, que vous connaissez peut-être, qui est sur la restauration des forêts en Polynésie, et où ils viennent de créer ce qu'ils appellent une forêt éducative, dans laquelle donc, les enfants de Polynésie peuvent aller. Là aussi, vous trouvez beaucoup de ressources pour faire de la classe dehors, notamment en contexte forestier. Voilà. Alors, j'arrête de vous bassiner avec toutes ces ressources possibles, et puis je reviens un peu au sens de mon propos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on peut même descendre encore plus loin dans les établissements. Ici, vous avez par exemple le Padlet, qui est créé par un enseignant de SVT du collège de Taravao, qui est un peu reconnu comme une figure importante de l'éducation à l'environnement aujourd'hui en Polynésie, et qui, du coup, a créé un Padlet très important avec tout un tas de ressources. Mais je sais que vous-même, vous avez, par l'intermédiaire du Padlet que tu m'avais envoyé, accès à ce type de ressources, etc. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne manquez pas de ressources pour aborder ces questions, et qu'au-delà des ressources institutionnelles, il faut surtout faire confiance aux ressources professionnelles des enseignants qui mettent en place des dispositifs spécifiques. Alors, voilà pour une présentation un peu, pour une introduction un peu sur finalement ce qu'on a à disposition quand on est enseignant pour faire de l'éducation à l'environnement. Et je vais aller maintenant, dans un deuxième temps, sur quelques impasses qu'on repère souvent dès lors qu'on souhaite faire de l'éducation à l'environnement. J'ai choisi 2 impasses, parce que je ne voulais pas non plus aller dans trop de pistes, et je trouve que ce sont 2 impasses qui sont déjà très intéressantes en soi. La première impasse, en particulier quand on est nouvel enseignant, et qu'on arrive dans une école, dans un établissement, c'est de se dire qu'on va créer une AME, ou qu'on va créer de la classe dehors, ou qu'on va organiser une classe de découverte. Comme si les dispositifs étaient naturellement efficaces d'un point de vue pédagogique. Or, et ça je pense que c'est le plus important à retenir sur ce point-là, un dispositif n'est efficace qu'à partir du moment où les enseignants ou l'enseignant qui le coordonne, qui l'anime, le rend efficace. C'est-à-dire qu'une AME, vous avez tous entendu parler des AME, avec Julia, on est allé voir plein d'AME en Polynésie, il y a des AME qui ne fonctionnent pas. Quand je dis qu'ils ne fonctionnent pas, elles existent. On les voit, on voit qu'il y a des sorties, etc. Mais les apprentissages sont faibles, l'expérience des enfants, pas forcément significative, la régularité, pas forcément très aboutie, le lien avec l'extérieur, avec la mairie ou avec les associations culturelles du village, pas forcément travaillé, etc. Et à l'inverse, il existe des AME qui sont fantastiques, qui sont des modèles d'AME, des modèles au niveau international, parce que connectés à leur territoire, faisant intervenir les enfants, faisant fonctionner de la gestion participative, en même temps en lien avec des références scientifiques, etc. Donc, vous dire qu'un
un dispositif n'est pas magique, mais qu'il est ce que l'enseignant, l'enseignante va décider d'en faire. Et c'est un peu le problème des enseignants débutants. C'est vrai que quand on va sur les AME et que ce sont des enseignants jeunes, ils ont cette impression que parce qu'ils font une AME, tac, ça va fonctionner. Et très souvent, c'est vrai, il faut le dire, les AME qui fonctionnent bien sont des AME où les enseignants ont plus d'expérience et savent qu'en fait, ils peuvent prendre de la liberté par rapport au cadrage de la DG2E. Et ici, je vais être un peu critique là, dans cette partie-là, mais vous dire qu'en fait, la DG2E, elle a un cahier des charges qu'elle met en œuvre, enfin qu'elle essaye de mettre en œuvre dans les établissements. Et ce cahier des charges, c'est un peu l'AME idéal. Sauf que ce cahier des charges, il ne fonctionne pas dans certains contextes. Je prends un exemple, on était avec Julia l'année dernière, nous étions dans les Australes, et dans les Australes, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas vu un référent scientifique venir, parce qu'en fait, de 1, il faut payer son déplacement, de 2, il faut qu'il soit disponible suffisamment longtemps pour venir dans les Australes, puisqu'il n'y a que 2 avions par semaine pour aller à Matara ou à Tubuai, par exemple. Et donc, concrètement, l'AME, elle existe, mais elle fonctionne peu. Et le cadrage de la DG2E, en fait, sur ce contexte-là, ne fonctionne pas. Concrètement, l'une des solutions pour que l'AME fonctionne, ce serait de dire aux enseignants, dans votre contexte, puisque les référents ne peuvent pas être là, eh bien, on vous donne l'autorisation à vous, enseignants, de sortir avec vos élèves sur votre AME, sans référent scientifique, avec la possibilité de mettre à l'eau, dans une zone, par exemple, où les enfants ont pied, 80 cm, etc. Et ça, en fait, c'est des choses qui, pour l'instant, n'existent pas. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, le cadrage institutionnel, il fonctionne dans certains contextes, il fonctionne moins dans d'autres contextes. Et on pourrait faire ça pour tous les dispositifs d'éducation à l'environnement. Il y en a qui fonctionnent très bien dans certains contextes et d'autres, les mêmes, qui ne fonctionnent pas dans d'autres contextes. Tout ça pour vous dire, pour finir, en m'appuyant sur les travaux d'une sociologue qui s'appelle Anne Barrère, qui a travaillé beaucoup sur les dispositifs, et je vous ai mis le numéro d'une revue de Carrefour de l'éducation de 2013 qui porte sur les dispositifs en général, à l'école, qui montre qu'en fait les dispositifs n'existent pas en eux-mêmes et que c'est faux de croire que ça va automatiquement fonctionner. Il y a de l'éducation à l'environnement qui se fait hors de dispositif, qui est beaucoup plus efficace auprès des élèves que de l'éducation à l'environnement dès lors qu'elle est faite dans certains dispositifs. Si je reprends le cas de Roche Moevaille, dont je vous ai parlé, l'enseignant de SVT du collège de Taravao, en plus il était là, vous l'avez vu l'an dernier, là, effectivement, pendant 8 ans, il a refusé d'avoir le label AME. Parce qu'il disait, si j'ai le label AME, je suis obligé de faire tant de sorties, je suis obligé de faire venir mes référents scientifiques. Or, moi, je travaille avec l'IFREMER. Je n'ai pas envie d'avoir d'autres référents que l'IFREMER. Il n'avait pas envie d'être AME. Vous voyez ? Donc tout ça pour vous faire prendre conscience que c'est à vous, enseignants, de construire le dispositif qui va fonctionner avec votre territoire, quitte à vous mettre en faux par rapport à l'institution. Alors évidemment, de manière raisonnée, responsabilisée, etc. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, mais montrer qu'il y a, et là-dessus je trouve que c'est très important, une créativité à avoir de ce point de vue-là. Dans les éducations A, dans la mesure où ce n'est pas du disciplinaire, où on peut un peu toucher à tout en même temps, faire des sciences vie comme des sciences humaines, comme de la médiatisation, etc. Il est possible de créer des dispositifs un peu originaux, spécifiques, qui empruntent à plusieurs modèles de projets d'éducation à l'environnement. Voilà la première impasse, pensée par les dispositifs. Et donc maintenant, je vais aborder une autre impasse, sur laquelle je vais passer un peu plus de temps et je vais vous donner quelques vidéos pour que vous voyiez concrètement comment ça s'incarne. Une autre impasse, c'est de croire que l'éducation à l'environnement, c'est d'abord de faire apprendre des connaissances scientifiques à des enfants. Des connaissances liées aux poissons, liées au corail, liées aux algues, liées à la température de l'eau, etc. Et très souvent, c'est l'un des écueils en fait, des projets, c'est que les enseignants, ils priorisent cette entrée par les connaissances.
Alors attention, je ne dis pas, et évidemment, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas accorder une importance aux connaissances scientifiques. C'est même l'un des piliers des projets d'éducation au développement durable. Mais ce que je dis, c'est que dès lors que cette entrée-là est priorisée par rapport à d'autres entrées, on peut ne pas du tout être efficace, tout en souhaitant bien faire. Et je vais vous donner pour ça des exemples. Je m'appuie sur un article d'une collègue de Montpellier qui s'appelle Aurélie Zwang, qui a écrit en 2024 un article très court, vous avez le lien ici, dans la revue Les Cahiers Pédas, qui est aussi une revue interface, qui dit qu'il faut en fait viser non pas la formation d'un éco-citoyen, mais la formation d'un citoyen éco-cultivé. Je ne sais pas si vous voyez la différence, je vous laisse réfléchir un peu. Ce n'est pas un éco-citoyen conforme, parce qu'un éco-citoyen, ça voudrait dire finalement imposer un modèle social et politique sur un enfant dont on veut qu'il devienne quelqu'un qui ait des actions, qui soit utile pour la société, etc. Et ce que dit Aurélie Zwang, c'est qu'un enfant peut être plus important pour la société d'un point de vue de la préservation de l'environnement, tout en n'ayant pas d'action, mais en ayant des représentations, un discours, une aura autour de lui, de ses copains, etc. Et donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que finalement, ce qui est important quand on fait de l'éducation à l'environnement, c'est surtout de cultiver les enfants, de faire en sorte qu'ils soient le plus ouverts possible à la diversité des connaissances, la diversité des cultures, pour eux-mêmes, en fait, après, se construire comme citoyens, prenant en compte l'environnement, s'engageant dans des causes militantes ou pas, par exemple. Vous voyez ? Il y aurait comme une espèce d'impératif moral à créer des éco-citoyens dans notre société aujourd'hui, comme si, et là je vais être un peu franc pour nous, comme si les adultes n'ont pas réussi à bien gérer la question de l'environnement, disons aux enfants de le faire. Vous voyez ? Ça c'est très intéressant dans les entretiens qu'on a parfois avec des enseignants. Ils disent « mais je ne comprends pas pourquoi on demande aux enfants de faire ça, alors qu'en fait c'est aux adultes de le faire. » Vous voyez, quand il y a une opération ramassage de déchets sur la plage, qui a mis les déchets sur la plage ? Ce n'est pas les enfants. Pourtant, c'est à eux qu'on dit, c'est à eux qu'il faut qu'ils le fassent, ça va les sensibiliser à la pollution. Mais les pollueurs, comment on les sensibilise ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que finalement, l'éco-citoyenneté, pour Aurélie Zwang, ce n'est pas la construction d'un citoyen enfant qui prendrait la place de l'adulte, c'est d'abord la formation d'un enfant qui est cultivé sur l'environnement, donc qui a des références éthiques, philosophiques, sociologiques, historiques, scientifiques, etc., pour qu'il se construise ensuite lui-même comme un futur citoyen. Et donc, je voudrais vraiment insister sur cette approche par les connaissances, qui est souvent prioritaire et qui apparaît comme une impasse. En me basant sur les travaux d'un philosophe de l'éducation, philosophe en général, qui s'appelle John Dewey, que vous connaissez forcément, même si vous n'en avez jamais entendu parler, puisque c'est l'un de ceux qui a contribué à développer ce qu'on appelle les méthodes actives dans le monde, la pédagogie nouvelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les méthodes d'éducation nouvelle, et qui notamment ont considéré que éduquer, c'était d'abord faire en sorte que ce soit l'enfant qui fasse. C'est-à-dire que c'est l'un de ceux qui a inversé le rapport pédagogique. Si je reprends les travaux de Jean Housset, qui travaille sur le triangle pédagogique, le côté horizontal des relations, etc., pendant très longtemps, on a considéré que le maître donnait des connaissances et que les enfants apprenaient les connaissances. Bon, vous savez aujourd'hui que, même si ça demeure vrai dans une certaine mesure, les enfants, eux aussi, se construisent comme individus critiques et ont eux-mêmes des choses à apprendre au maître, et c'est dans une forme d'interaction que se construit la relation éducative, etc. Bon, cette inversion du rapport pédagogique, ou en tout cas cette transformation, elle vient de philosophes comme John Dewey. Et John Dewey, la particularité, c'est que lui, il a considéré qu'en fait, être à l'école, c'était d'abord une expérience. C'est quelque chose qu'on vit. C'est-à-dire, concrètement, c'est une expérience physique, émotionnelle, sensible. Je vous donne un exemple. Oui, c'est une expérience que de passer des heures et des heures et des heures de sa jeunesse, de son enfance, assis sur une chaise. C'est une expérience. Et on ne peut pas
selon John Dewey, enlever cette expérience corporelle-là, sinon on ne peut pas comprendre comment l'enfant se construit par rapport aux connaissances. Pour certains enfants, cette expérience-là, elle va être traumatisante et ça va les bloquer par rapport à tout apprentissage. Pour d'autres, c'est une situation dont ils s'accommodent pour la dépasser et réussir quand même à construire des connaissances. Néanmoins, l'expérience corporelle, elle est nécessaire à prendre en compte pour l'enseignant dans la manière dont il aborde l'enseignement et donc particulièrement dans la manière dont il aborde l'éducation à l'environnement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Pas d'éducation à l'environnement sans corps. C'est impossible. L'expérience corporelle de l'environnement, et ça on va le voir par des vidéos tout à l'heure, elle est fondamentale dans l'éducation à l'environnement. C'est complètement illusoire. Je me souviens d'une séance d'ATE à Montpellier, où la référente scientifique, elle a passé 1h30 en salle avec des élèves de CM1 à décortiquer au tableau avec une craie comment était constituée une plante. Tige, feuilles, pétales, etc. Et les enfants, pendant 1h30, ils ont dit « Madame, quand est-ce qu'on va dehors ?» Parce qu'en fait, ils avaient une ATE dans leur école, ils ont des fleurs dans l'ATE, ils n'avaient qu'une envie, c'était de prendre une fleur et de voir en vrai ce que c'était une tige, comment on enlevait les tiges, les pétales, etc. Vous voyez ? Tout ça pour vous dire que cette expérience corporelle, elle est absolument fondamentale dans l'expérience d'apprentissage de l'élève. C'est ce que John Dewey dit. Il dit que tout apprentissage est une combinaison entre une expérience motrice, ou corporelle si vous voulez, une expérience cognitive, quelque chose qui se passe dans le cerveau, on transforme, d'un coup on apprend quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou on transforme une manière de voir, et une expérience sensible, c'est-à-dire vraiment quelque chose qu'on ressent. Alors je vais vous donner un exemple de pas plus tard que ce matin. Paul Mauger a fait une conférence sur la climatologie, et plusieurs d'entre nous ont dit « Dis donc, avec tout ce qu'on vient d'apprendre, comment ne pas être éco-anxieux ?» Mais aujourd'hui, l'éco-anxiété, c'est une composante essentielle de l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire comment on fait quand on est enseignant par rapport à des enfants qui entendent les discours négatifs et à raison sur le climat, la chute de la biodiversité, comment on fait pour aborder ça quand on est enseignant ? C'est quand même très compliqué, parce que quelque part on touche aux émotions des enfants et donc à quelque chose qui parfois ils ne contrôlent pas. Donc une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle, ça ce sont les 3 dimensions, on va dire, nécessaires de l'expérience éducative selon John Dewey. Et donc je vais vous donner un exemple très incarné sur des choses qu'on a vues sur une AME en Polynésie. Voilà une sortie à l'école de, je crois que c'est Te Avaro à Moorea, où vous avez des élèves qui sont dans l'eau, dont certains ont l'air à l'aise, ceux qui sont au premier rang, il y en a un qui a la tête dans l'eau, etc., et dont l'un est sur une planche et va passer 1 heure sur sa planche. Parce qu'en fait, il ne sait pas nager, il a peur de l'eau, même s'il habite tout près, etc. Et en même temps que cette scène se passe, la référente scientifique, elle a les planches immergées de la DG2E et elle essaye d'identifier le corail, l'animal untel, le corail branchu, le corail tabulaire, etc., etc. Et l'enfant qui est sur la planche, vous pouvez passer 3 heures dans l'eau à faire ça avec lui, il n'accède à rien du tout dès lors qu'il n'a pas réglé son problème corporel et émotionnel de rapport à l'eau. C'est impossible de faire accéder cet enfant à quoi que ce soit d'un point de vue des connaissances, puisqu'il n'a aucune possibilité de projection corporelle et que ses émotions bloquent l'ensemble de ses apprentissages. Donc ça, c'est un exemple très très marquant. Quand on avait vu cette séquence, on s'était dit, mais là, en fait, on ne parle pas le même discours. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il est sur son registre, son vécu à lui, son expérience, pour reprendre les termes de Dewey, et le référent scientifique, il est sur son expérience à lui. Lui, il est payé pour faire apprendre des connaissances scientifiques aux enfants. Donc, qu'elle soit sur la planche ou qu'il soit sur la planche, peu importe, c'est pas, à la limite, il ne le voit même pas. C'est nous, en tant que chercheurs, qui nous disons, là, il y a quand même un souci, c'est que, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour vous dire que, ici, on voit bien qu'une entrée par les connaissances pures,
qui oublie l'expérience corporelle ne fonctionne pas. Alors si j'essaye de donner un exemple sur qu'est-ce que ça veut dire si je sors avec mes élèves dans le cadre d'une AME et que je vais dehors faire une mise à l'eau. Ça veut dire que ça ne sert à rien dans les 30 secondes de tout de suite commencer en disant « Bon alors, où il est tel poisson où est tel coquillage? Est-ce qu'on va chercher ?» etc. Il faut d'abord un temps d'expérience corporelle. L'enfant va dans l'eau. Elle est peut-être un peu froide, ça fait longtemps qu'il n'y a pas été. Il a besoin d'avoir un espace d'abord d'appréhension pour être dans le milieu, immergé, pour avoir confiance, pour petit à petit accéder aux connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est fondamental si on prend le modèle de Dewey, sinon il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Voilà donc ce que je voulais dire, gestion des émotions, transformation des représentations de l'environnement, développement de la capacité d'agir et d'interagir avec l'environnement, tout ça ne peut passer qu'avec une prise en compte de l'expérience corporelle vécue dans l'environnement. Et donc ça veut dire que si vous avez une question sur comment on fait de l'éducation à l'environnement de telle ou telle discipline, il faut vous poser la question, y compris en histoire géo ou y compris en philo, est-ce que c'est possible d'évacuer la dimension corporelle? Ou est-ce que, même en philo, je ne peux pas m'autoriser à penser des scénarios pédagogiques où je suis en extérieur et où les connaissances ne sont plus nécessairement premières, mais c'est d'abord l'expérience. Et c'est finalement de l'observation des enfants que vont venir les connaissances scientifiques par la suite. Ça, c'est quelque chose, c'est une forme de deuil en fait que les enseignants doivent faire. Le deuil de ce que j'ai prévu, et ça vous le savez dans toutes les séances que vous faites, pas forcément d'éducation à l'environnement, le deuil de ce que j'ai prévu pour m'adapter à ce qui émerge d'une situation pédagogique. Si tous mes enfants ne veulent pas aller dans l'eau, je dois d'abord régler ce problème-là avant d'aller sur un élément que peut-être je n'avais pas prévu. Bon. En tout cas, voilà une situation. Alors, enfin un exemple. Donc je vais vous montrer maintenant, alors je suis désolé, le son, il y a de l'eau et tout ça, donc c'est pas forcément plus dehors, il y a du bruit. Tendez l'oreille. C'est une séquence dans laquelle, c'est une vraie séquence d'AME qu'on a filmée, où vous allez voir donc l'expérience corporelle des enfants, vous allez voir l'eau qui bouge, etc. Ils sont relativement à l'aise. Vous allez voir comment la référente aborde la connaissance scientifique. En l'occurrence, c'est autour d'un corail solitaire, qui est un corail donc qui est un monopolype, si vous voulez, qu'on peut tenir en main comme ça. Et vous allez voir ce que les enfants en font après. Et finalement, qu'est-ce qui est important pour eux au cours de cette séquence en termes de motricité, etc. Ça dure 2 minutes à peu près, je vous laisse regarder ça. Elle a qu'une polype, c'est elle la polype. Je me permets juste de faire une petite incise. Ah mince, je vous la remettrai. Vous avez vu à l'endroit où je m'étais arrêté? On a vu en fait la référente scientifique, les enfants autour d'elle et l'enseignante avec la casquette. Elle est présente, l'enseignante. Et c'est typiquement le genre de situation qui est intéressante parce que ça veut dire que l'enseignante va savoir ce qui est fait et peut observer ce que vivent les enfants au moment où la connaissance scientifique arrive, alors que très souvent dans les AME ou dans d'autres dispositifs, les enseignants ont tendance à se détacher et à donner la mission aux référents de faire la séquence en oubliant qu'en fait, il faudrait qu'ils soient eux-mêmes présents parce que ce sont d'abord leurs élèves. Et voilà, donc ça c'est une situation très intéressante qui est un peu le modèle de ce qu'on pourrait voir. Donc je vous la remets, je vais avancer juste. Désolé d'avoir coupé.
Donc voilà l'enseignante ici, là. Voilà, donc c'est pas mal parce que ça vous permet vraiment de voir ce que c'est une séquence et comment ça se passe concrètement, et surtout ça vous permet de bien incarner ce qu'est le vécu d'un élève au cours d'une séquence. On voit bien qu'il y a des moments, des élèves, ils n'écoutent pas du tout ce que dit la référente. Ils sont la tête sous l'eau, ils font leur truc, ils plongent, bon. Mais quelque part, est-ce que c'est pour ça qu'ils vont moins apprendre que les autres? C'est pas sûr du tout, au contraire même. Parce qu'il y a cette forme d'aisance, de participation réelle à la séquence, finalement, ils vont peut-être plus se souvenir du corail solitaire que d'autres. Alors, je vous montre, en termes d'expérience marquante, je vous montre une autre séquence filmée, donc c'est sur Raiatea ici, une autre séquence où il se passe deux choses, où les enfants, d'un coup, vont focaliser toute leur attention sur ces deux points, sans même être dans l'eau. Et ça, c'est pour vous montrer l'importance des émotions et des représentations des enfants. Évidemment, il s'agit d'un requin et d'une pieuvre, qui sont deux animaux emblématiques en Polynésie aussi, et qui vont fortement mobiliser l'imaginaire des enfants. Elle est là. T'as un caillou et t'as un caillou là où il y a de la couleur. Ouais. C'est ça. La terre c'est camouflé. Elle me regarde. La terre respirée. Là, à mon doigt. Juste ici. Elle est trop mignonne. Regarde, t'as vu? C'est une vraie terre. Non, derrière. Oui, C'est un peu ça. Elle bouge pas du tout. Ah oui, elle a bougé. Il y a un gars qui passe. Où? 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 Il y a un gars. Voilà, deux séquences intéressantes parce que même sans être dans l'eau, on voit bien comment ça peut percuter les représentations des enfants, leur créer des émotions. Et vous sentez un peu le calme des enfants. Vous avez vu, il ne faut pas faire de bruit parce que du coup la pieuvre va peut-être rebouger. Et le requin, c'est pareil, il faut surtout réussir à le voir, etc. Donc là encore, l'expérience corporelle, elle est très significative dans la manière dont les enfants vont se projeter eux-mêmes dans l'environnement et y faire attention, etc. Voilà, alors après ces deux vidéos, je vais vous présenter alors là, en l'occurrence, donc Julia fait sa thèse dans le cadre du programme RAM sur les AME, mais il y a d'autres doctorantes et doctorants qui travaillent sur les AME. Et notamment, il y a une doctorante qui a décidé de faire de l'observation des séances en notant temporellement ce qui se passait au cours de la séance. Et donc, je vais juste, sans tout vous décliner, je vais juste vous montrer à partir d'un cas, c'est un cas ici où les enfants doivent repérer des coquillages sur la laisse de mer. Vous voyez ce que c'est la laisse de mer? C'est ce que la marée laisse quand elle descend un petit peu. Vous voyez, donc c'est la partie où il y a un peu des algues séchées, là, parce que la marée vient de descendre un petit peu. Et bon. Donc sur la laisse de mer, les enfants doivent récupérer des coquillages et les noter dans un carnet. Ça, c'est la consigne. Et donc, la consigne de l'atelier, elle est donnée ici. L'enseignante et la référente vont donner la consigne. Et ici, au milieu des consignes, il y a un élève qui dit « Il y en a un ici, regarde ». Il a vu un coquillage, il est en train de dire à un copain « Il y en a un ici ».
Et l'enseignante dit « Attends, on verra après, parce que je n'ai pas fini les consignes. Tu iras le chercher après, etc. » Ici, il y a des chuchotements aussi, je n'ai pas compris ce qu'il faut faire, etc., comme ça peut arriver quand vous passez des consignes, comme ça arrive toujours d'ailleurs. Puis, les élèves se dispersent et ils vont chercher les coquillages avec leurs carnets et leurs copains, etc. Et là, l'enseignante dit, même s'ils sont en autonomie, je veux bien que chacun se mette avec un groupe. L'enseignante est en train de dire ça à la référente, parce qu'elle n'a pas envie qu'il y ait des enfants qui soient seuls. Or, quand on réfléchit à l'expérience corporelle, pourquoi pas, ça peut être très intéressant qu'un enfant soit seul, parce que peut-être il va ressentir d'autres émotions que s'il est en groupe, où ses émotions vont être cadrées par ce que disent les autres, etc. En tout cas, il y a cette impression en fait, qu'il faudrait respecter ce que j'ai prévu. J'ai prévu qu'il y ait 5 groupes, il faut qu'il soit 5 groupes, etc. Donc les élèves se dispersent, etc. À ce moment-là, évidemment, il y a un élève qui dit « On pourra aller dans l'eau ?» Ils sont le long de l'eau, hein. Ils ne sont pas pieds nus, ils sont avec des bottes, etc., parce que c'est en hiver. Et la référente dit « Pas besoin, le but c'est de vraiment rester sur le bord. » Donc ça veut dire qu'en fait, la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de mettre les pieds dans l'eau, avec les bottes. Et l'enseignante ou la référente dit « Non, il ne faut pas aller dans l'eau, ce n'est pas la consigne. » Okay ? On continue, les élèves vont tous dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tous à un moment donné mettre les pieds, expérimenter, voir, bon, évidemment. Il y a une question de contexte, c'est qu'après ils ont froid, ils n'ont pas de chaussettes de rechange, ils sont malades, les parents, voilà, on n'est pas ici. Hein. Il y a ça aussi. Dans l'eau, c'est pas grave. Il y a ça aussi. Donc, stop, repoint consigne. Sortez de l'eau, je vais vous expliquer, vous n'avez pas compris, on ne va pas dans l'eau. D'accord ? Redit. Hop, ils retournent tous dans l'eau. Mise en commun, remplissage des carnets, etc. Bon, tout ça pour vous dire quoi ? Qu'en fait, les enseignants, ils sont sur les contenus prévus en avance, ils sont sur l'organisation de la séance telle qu'elle est prévue, sur les modalités de sécurité, etc. Et ils ont beaucoup de mal à lâcher prise et à faire en sorte que ce soit l'expérience qui guide l'apprentissage des enfants d'un point de vue de l'éducation à l'environnement. Je ne suis pas en train de le juger, j'essaye juste de vous expliquer ce qu'on voit. Et ça, vous pouvez faire l'expérience dans à peu près n'importe quelle séance, ça fonctionne toujours de cette manière-là, c'est-à-dire que les enseignants ont tendance à brider l'expérience corporelle, dès lors qu'elle introduit une rupture de rythme dans la séance, qu'elle crée de la perturbation parce que les enfants d'un coup vont parler fort, etc. etc. Alors, l'un de ceux qui travaille sur les AME dans le cadre de sa thèse, qui s'appelle Brewal, il travaille donc en Bretagne, et vous voyez ici des images donc, d'une sortie aire éducative en Bretagne, où vous voyez ces enfants justement qui sont pieds nus sur les algues, alors qu'il fait froid, vous voyez, ils sont tous en veste, etc. Et puis cet enfant ici, là, qui met les pieds dans l'eau, par exemple. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait dans sa thèse ? Il essaye de recueillir la parole des enfants quand ils sont loin de l'enseignant. Donc, concrètement, ce qu'il fait, c'est que l'enseignant, il met des clés USB aux enfants qui enregistrent en permanence, c'est des clés USB dictaphones, qui enregistrent ce que les enfants disent. Et il regarde ce qui se passe. Donc, l'enseignant ou l'enseignante donne les consignes, les enfants partent sur l'AME, et là, il enregistre. Et en fait, ce qui sort, c'est Fortnite, le McDo, c'est c'est les copains, les copines, toutes les histoires. Il n'y a absolument rien, ou très peu de choses, sur ce qui est attendu. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, d'abord, ils sont là pour vivre quelque chose qui est étonnant. Glisser sur les algues, sur les laminaires, par exemple, sur les rochers, aller dans l'eau alors qu'on est pendant la séquence de l'école, etc. C'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'acquièrent pas des connaissances sur les laminaires. Par exemple, ils apprennent que les laminaires, ça glisse, parce qu'il y a une substance sur les laminaires qui font que, etc. Si ça se trouve, ils apprennent corporellement davantage de choses que s'ils avaient eu un livret sur les laminaires, qui sont donc ces algues immenses là, de dizaines de mètres de long, qui existent dans les grands marnages de marée en Bretagne. Ils apprennent davantage comme ça en marchant dessus que s'ils avaient eu un livret, peut-être. En tout cas, on peut faire l'hypothèse. Je continue avec une autre vidéo, là on retourne en Polynésie, où vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est à la fin ce que va dire l'enseignant. Vous allez voir des enfants d'abord, et puis au bout d'un moment, vous allez voir un adulte arriver dans la scène, c'est le directeur de l'école,
et écoutez ce qu'il va dire sur ce que vivent les enfants. Vous allez voir, c'est assez intéressant, comme si d'un coup il avait une révélation. On le voit super bien ici, regarde. Quand même mieux de voir en vrai que... Ouais, voilà, c'est dans le Donc il a dit, c'est quand même mieux de voir en vrai que de voir dans un film ou dans des bouquins. C'est intéressant, quoi, parce que c'est presque comme si lui, il le voyait pour la première fois aussi, en fait, quand il le dit. Bon, voilà. Donc, encore une fois, au-delà de tous les à côté, vous avez vu que les enfants, des fois, ils ne sont plus avec la référente, hein, ils font autre chose. Ils sont partis et puis, voilà, ils font leur vie, ils plongent, ils font du sable, etc. Il y a ce côté aussi, donc place des adultes, en fait, dans la séquence, qui, de temps en temps, ont besoin de venir voir vérifier ce que font les enfants, et de bien se convaincre que oui, c'est sûr que c'est mieux de le voir en vrai. Voilà, donc une autre situation intéressante. Voilà. Alors j'ai fini sur les deux impasses, là, celle sur les dispositifs où on est allé un peu plus vite et celle sur le fait de passer par les connaissances sans prendre en compte l'expérience corporelle. Et je voudrais enchaîner avec donc, les apports de la recherche sur les dispositifs d'éducation à l'environnement pour voir comment on peut penser finalement, les compétences travaillées avec les élèves dans le cadre de dispositifs d'éducation à l'environnement, à l'aune non pas des textes officiels de l'éducation nationale, qui sont intéressants, d'accord, mais qui des fois sont un peu loin de la réalité, mais davantage à l'aune de ce que nous dit la littérature internationale sur ce sujet. Et donc, je vais commencer en vous expliquant donc là, une recherche qui est menée dans le cadre du projet RAM et qui est très intéressante de ce point de vue-là pour bien sonder finalement qu'est-ce qui permet de dire qu'on va changer positivement le rapport à la nature d'un enfant. Parce que finalement, c'est ça la question. L'objectif de l'éducation à l'environnement, c'est de transformer positivement le rapport d'un enfant à la nature. Et ce rapport à la nature, si on essaye juste d'avoir un peu des clés théoriques, on peut dire qu'il y a différents stades de ce rapport à la nature. Je vais juste faire un focus sur les deux principaux stades que vous connaissez. Le premier, c'est le stade anthropocentrique, c'est-à-dire l'homme au milieu de l'ensemble de l'environnement, mais l'homme central, qui, quelque part, compose à sa manière l'environnement, essaye de l'ajuster, de l'adapter, s'adapte.
mais qui ne se considèrent pas comme une partie en quelque sorte de cet environnement. C'est ce qu'on appelle donc l'anthropocentrisme. Et à l'extrême opposé, l'écocentrisme, qui est une manière de voir l'humain au même niveau que les autres humains, une manière de voir l'homme au même niveau que les autres vivants, voire même que les autres non-vivants, c'est-à-dire se considérer en tant qu'homme ayant la même importance que les roches ou que le sable, qui sont autant d'éléments finalement d'un même ensemble qui est la planète sur laquelle on vit, etc. Alors ça, ces 5 rapports à la nature, donc l'anthropocentrisme, le pathocentrisme, le pragmatisme, le biocentrisme et l'écocentrisme, ils ont été formalisés par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais ici pour la biodiversité. Vous avez compris que les AME, notamment, sont liés à la question de la biodiversité un peu plus qu'à celle du climat, même si tout ça est connecté. Et donc, ce sont ces travaux-là qui ont notamment permis d'identifier ces stades. Et donc, la question pour des enseignants, c'est comment faire passer les enfants d'une société qui les fait considérer qu'ils ont un rapport anthropocentré à la nature à un rapport davantage écocentré à la nature, prenant en considération la singularité des êtres non-vivants, etc. Là-dessus, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives citoyennes qui existent dans le monde entier qui visent à reconnaître les droits des non-vivants. Et notamment, je vous donne un exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un collectif de gens qui se sont regroupés autour de la Loire, le fleuve la Loire, et qui veulent donner un droit, qui veulent faire de la Loire une entité juridique, de telle sorte qu'en quelque sorte, dès lors qu'on fait quelque chose à la Loire, on peut être accusé et on peut aller au tribunal parce qu'on a touché à une autre entité. Pour l'instant, le non-vivant n'a pas d'existence juridique. Les animaux commencent. Vous avez déjà entendu parler de la souffrance animale, etc. Donc depuis quelques années, on a réussi à faire en sorte que les animaux soient intégrés dans le droit. Mais il s'agit éventuellement d'intégrer les autres éléments de l'environnement qui sont en particulier les non-vivants. Peut-être que ça débouchera d'ici quelques années. En tout cas, les rapports à la nature, ce sont l'ensemble des relations que les êtres humains entretiennent avec le non-humain, que ce soit des relations physiques, que ce soit des relations symboliques. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on rend compte du rapport à la nature ? C'est très compliqué parce que, à la fois, on pourrait s'intéresser donc au comportement, mais on peut s'intéresser aussi aux connaissances, aux perceptions, aux attitudes. Bref, il y a plein de dimensions qu'on peut sonder. Ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, on a réalisé, dans le cadre de ces recherches, plein de méthodologies différentes qui croisent des tests, des questionnaires, des entretiens, de l'observation participante, etc., pour essayer d'avoir des résultats sur la diversité, en fait, de la manière dont un enfant considère le vivant. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. J'insiste pas trop là sur ce côté un peu théorique, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout ce qui vient après. Mais sachez que voilà, c'est quand même une construction théorique assez lourde, impliquant de la philosophie notamment, etc. Et une construction méthodologique, comme l'a expliqué Julia ce matin au M1, avec une approche très mosaïque, très multi-référencée pour y arriver. En tout cas, je vais maintenant rentrer dans pourquoi je vais vous présenter ensuite ce qu'on a appelé donc un idéal type des dispositifs d'éducation à l'environnement. Cet idéal type que vous avez déjà entendu peut-être dans la conférence qu'on a faite l'année dernière avec Julia, et que je vais essayer maintenant de préciser en regardant quelles implications pédagogiques ça a. Vous dire qu'on est parti de tous les travaux mondiaux portant sur les dispositifs d'éducation à l'environnement. Tout contexte, on avait au départ 1055 études, 1055 articles et ouvrages dans le monde qui intégraient notre corpus, ou qui étaient donc liés à l'éducation à l'environnement, qui traitaient du rapport à la nature et qui parlaient de dispositifs scolaires. Sur ces 1055 articles, on en a sélectionné au final 60, en descendant petit à petit,
en disant, bon, finalement, cette étude, elle est redondante, cette autre étude, elle n'est pas très scolaire en fait, cette autre étude, elle est trop datée, etc. Et on a retenu, au final, 60 articles qu'on a vraiment analysés finement pour se demander qu'est-ce qu'était une transformation positive du rapport à la nature. Et on s'est dit que finalement, si on avait au niveau mondial une convergence entre les travaux, sans doute qu'il y avait un peu de vrai derrière ça. Quelque part, les scientifiques peuvent nous, par l'étude de cas, de différents cas, peuvent nous amener petit à petit à penser ce que devrait être un vrai bon dispositif d'éducation à l'environnement, si je le dis comme ça. Et donc on a procédé en fait en entonnoir, si vous voulez, en disant par exemple que qu'on soit dans une réserve naturelle, une zone montagneuse, un parc national, une zone humide, une réserve faunique, etc., tout ça, ça renvoyait à ce qu'on peut appeler la naturalité d'un site. Et la naturalité d'un site, c'est une caractéristique que je vais vous présenter maintenant. Alors, vous dire que, au final, quand on fait ce travail-là, et qu'on essaye de voir quels sont les dispositifs qui transforment positivement le rapport à la nature des enfants, on constate qu'il y a 3 grandes caractéristiques et 4 grandes modalités pédagogiques qui sont importantes. La première caractéristique, elle porte sur ce qu'on appelle la naturalité. Alors, il y a 2 possibilités dans la littérature. Il y a des dispositifs qui ont une faible naturalité. Exemple, lorsque vous êtes dans une cour d'école, ou que vous êtes dans une rue juste à côté de l'école, voire même que vous êtes dans un parc municipal juste à côté de l'école. C'est un dispositif qui se caractérise par une faible naturalité par rapport à d'autres dispositifs qui, eux, vont se passer en forêt, en réserve naturelle, ou bien dans des grottes, comme c'est le cas là, dans une AME à Théopo. Bref, il y a des dispositifs qui existent dans tous ces contextes. Et vous allez peut-être, vous, être soit dans un contexte où vous pourrez mettre en place des dispositifs avec forte naturalité, et d'autres où vous serez obligé d'avoir des dispositifs avec faible naturalité. Si vous travaillez dans une école primaire au centre de Papeete, eh ben, vous n'avez pas le même degré de naturalité que si vous êtes à Takaroa, dans les Tuamotu. C'est évident. Alors, ce que dit la littérature là-dessus, c'est pas que c'est plus efficace d'être dans un degré de forte naturalité par rapport à un degré plus faible, mais quand même, plus le degré de naturalité est fort, plus on a de chances de pouvoir transformer le rapport positif des enfants à la nature. Donc concrètement, ça veut dire que si dans une école, vous vous cantonnez à mettre toujours en place des dispositifs d'éducation à l'environnement qui sont dans quelque chose de peu naturel, vous allez avoir plus de mal à faire transformer le rapport des élèves à la nature que si vous allez dans des territoires plus naturalisés. Concrètement, même si vous êtes au centre-ville de Papeete, peut-être que ça peut être intéressant d'envisager des sorties nature plus fortes pour pouvoir avoir des expériences plus marquantes. Ça va peut-être vous aider davantage dans la construction de vos projets. Le côté sauvage de la nature suscite parfois des émotions négatives. Ça, c'est quelque chose qui permet de relativiser le degré de naturalité. Parce que, évidemment, quand vous allez dans une forêt primaire, quand vous voyez une araignée, c'est en général pas tout à fait la même que celle que vous voyez dans la cour d'école. Et là, d'un coup, ça peut, à l'inverse, créer des émotions négatives sur la manière... Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire allez de toute façon dans des endroits de forte naturalité, parce qu'on sait aussi dans la littérature que parfois, c'est anxiogène. Vous avez déjà, dans les AME, par exemple à Moorea, là, il y a une AME qui se fait dans le lagon, et puis à 20 mètres, il y a le bleu. Et ça descend, voilà. Et bien les enfants, quand ils arrivent près du bleu, c'est plus tout à fait la même chose, ils sont plus aussi enjoués que ce que vous avez vu avant. Les requins, la profondeur, bon, bref. Tout ça pour vous dire que c'est une question d'accent, de degré, et encore une fois, je vous disais, c'est pas magique. Ben oui, c'est pas parce qu'on va dans une forêt primaire
que ça va fonctionner. Au contraire, parfois, aller dans une forêt primaire peut avoir des effets négatifs. Et il valait mieux rester dans la cour d'école. Voilà, donc en fait, il faut penser la progression de l'exposition offerte et la sécurité affective qu'elle autorise. C'est-à-dire que selon les âges de vos élèves, vous ne pouvez pas tout de suite aller vers un degré de forte naturalité. Il faut peut-être envisager une progression dans les dispositifs que vous proposez. Okay ? Donc ça, c'est la première caractéristique d'un dispositif que vous pourriez construire, c'est jusqu'où je vais dans le plein air. Jusqu'où je vais dans le fait d'aller loin et dans des natures préservées. Deuxième caractéristique, qui est un peu liée à la naturalité, mais pas tout à fait. Il y a la question de l'espace. Est-ce qu'un dispositif d'éducation à l'environnement doit fonctionner sur du locase, sur un espace local, ou est-ce qu'il doit fonctionner sur un espace nouveau ? Un espace local, c'est la plage qui est devant l'école. C'est local. Les enfants la voient tous les jours. Ils y vont même des fois le week-end, etc. Par contre, l'espace de découverte, un espace nouveau, c'est un espace que les enfants n'ont jamais vu, qui est plus loin, qui est dans un autre contexte, etc. Ce qu'on sait dans la littérature, c'est que les deux espaces sont intéressants, mais ils n'ont pas la même fonction. L'espace local vous permet surtout de travailler sur la durabilité des transformations. C'est-à-dire que l'enfant qui va faire une expérimentation sur un corail dans sa zone, le week-end il revient, il la refait, il la montre à ses frères et sœurs, il la montre à ses parents, il est fier, etc. Et il y a une transformation plus durable que lorsque c'est un espace nouveau. En revanche, l'espace nouveau permet la motivation. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais allé à Moorea et qu'on vous dit on va faire 3 jours à Moorea, eh ben, l'enfant il va être motivé, c'est quelque chose qu'il va découvrir, etc. Donc encore une fois, je ne peux pas vous dire s'il faut choisir un espace local ou nouveau. Ce que je peux vous dire, c'est que chacun des deux espaces a un intérêt pédagogique et que selon les situations, les caractéristiques de vos élèves, etc., il faut juger du degré local et nouveau. En l'occurrence, si on regarde un peu ce qui se fait dans l'évolution des cycles, très souvent on commence par des espaces locaux et plus on avance dans les cycles, plus on va vers des espaces de découverte. Très souvent, c'est comme ça que les choses sont envisagées. En tout cas, pensez la complémentarité. La nouveauté au sein d'espaces locaux et les similarités avec les espaces locaux au sein d'espaces nouveaux. Ici, je vous ai mis l'exemple donc, de l'AME qui est en face de l'école, vous voyez. Et là, plutôt une classe de découverte, donc des enfants de Tahiti qui sont allés à La Réunion dans le cadre d'une classe de découverte. Et les enfants de La Réunion sont venus à Tahiti. Là, il y a vraiment de la motivation et de la découverte d'un nouvel espace, etc., etc. Troisième caractéristique. Deuxième caractéristique. Ça, c'est la troisième caractéristique. C'est sur la durée. Donc, naturalité, espace, durée. Sur la durée, il y a des dispositifs qui ont une durée très courte. Par exemple, si vous participez avec votre classe pendant une année, une fois à une journée qui est la journée de l'environnement, et d'autres dispositifs qui ont une durée très longue. Par exemple, une AME, c'est sur toute l'année, voire même sur plusieurs années, voire même sur une scolarité, pourquoi pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de durée maximale pour faire de l'éducation à l'environnement. Il n'y a pas d'études qui ont porté sur, au bout d'un moment, est-ce que c'est encore utile de faire de l'éducation à l'environnement ? C'est une question un peu bête que je pose, mais imaginez un élève qui, depuis la petite section, fait tous les ans des projets d'éducation à l'environnement, est-ce qu'il y a un moment où ça ne sert plus à rien d'en faire ? Personne ne s'est jamais posé cette question. Mais, en tout cas, il n'y a pas de durée maximale. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une durée minimale. C'est qu'en fait, on peut assez facilement identifier qu'en dessous d'une certaine durée, les transformations, elles vont porter pas sur une transformation de l'ensemble des perceptions, connaissances, attitudes, représentations, etc., mais sur un type de comportement. Exemple, vous faites une sortie ramassage des déchets, une élève ramasse quelque chose qui est vraiment dégoûtant avec le gant, elle le met dans le sac, ça la marque durablement.
ça va transformer sa manière de voir les déchets. Voilà. Mais ça ne transforme pas son rapport au monde, le rapport aux animaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, souvent, quand on fait des one-shots comme ça, on va toucher peut-être une dimension du rapport à la nature, mais pas toutes les dimensions. Donc évidemment, plus les enseignants mettent en place des dispositifs d'une durée importante, plus on a des chances de toucher l'ensemble des composantes du rapport à la nature. Les représentations, les croyances, les connaissances, les attitudes, les comportements, etc. Autre chose, la récurrence. La récurrence, c'est combien de fois le dispositif se répète. En l'occurrence, les AME, à Tahiti, elles fonctionnent sur 4 séances dans l'année. 4 mises à l'eau dans l'année. Ça, c'est le cahier des charges de la DG2E. Plus ou moins mis en œuvre, mais néanmoins, logiquement, il y a 4 séances qui sont prises en charge par la DG2E. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux qu'une séance. Et que ce qui est sûr aussi dans les études, c'est que plus le dispositif est récurrent, plus il est efficace en termes de transformation. Et certaines études disent même qu'il vaut mieux des petits dispositifs, mais récurrents, plutôt qu'un gros dispositif qui dure une seule journée. Concrètement, il vaut mieux sans doute sortir dans la nature toutes les semaines, si on parle de transformation du rapport à la nature. Sortir dans la nature toutes les semaines, pendant toute une année, que d'aller une fois à Moorea, au musée de la nature par exemple, et de revenir. Vous voyez ? C'est ce que les études internationales tendent à dire. En tout cas, voilà, la récurrence offre surtout la possibilité pour les enseignants que vous allez devenir, de penser la progressivité en se disant « je ne vais pas tout faire tout de suite, mais peut-être que dans la classe dehors que je vais faire pendant toute une année, tous les vendredis, je vais avoir une progressivité d'apprentissage qui va d'abord porter sur tel domaine du socle commun, puis sur tel domaine du socle commun, puis sur tel autre, etc. etc. Okay ? Donc, voilà la troisième caractéristique. Après ces 3 caractéristiques, il y a dans la littérature internationale 4 modalités pédagogiques qui sont particulièrement efficaces pour transformer durablement le rapport à la nature des enfants. Ces 4 modalités pédagogiques, vous allez le voir, et c'est pour ça que Dewey, c'était important qu'on l'aborde tout à l'heure. En fait, ce sont les 4 modalités qu'on retrouvait déjà dans les méthodes actives du début du XXe siècle, qui ont été expérimentées par Adolphe Ferrière, Célestin Freinet, Maria Montessori, tout un tas d'auteurs dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Janusz Korczak, etc., qui sont des gens qui ont testé des choses pédagogiquement pour essayer de transformer leurs enfants. La première dimension, c'est que il est nécessaire que dans les dispositifs d'éducation à l'environnement, les enfants soient engagés dans un projet. C'est-à-dire qu'il faut que quelque part, leur engagement soit finalisé sur un projet littéraire, artistique, culturel, scientifique, collectif, social, de quelque nature qu'il soit, mais c'est qu'il y ait une projection. Concrètement, si vous sortez avec vos enfants pendant une AME et qu'il y a une référente qui vient une fois, mais que ça n'a aucun sens par rapport à quelque chose qui est à la fin de l'année ou qui est après, juste après, ça aura beaucoup moins d'impact que si c'est en lien avec un projet. Okay ? Ici, je vous mets l'image, par exemple, des lycéens de Bora Bora qui ont créé un film pendant toute une année qui s'appelle « Nous, les enfants de l'océan ». Vous pouvez aller le voir, il est sur YouTube. Qui était un film de promotion en fait, de l'éducation à l'environnement à Bora Bora, qui a été fait donc, au moment de congrès mondiaux sur les dispositifs d'éducation à l'environnement. Donc, la dynamique de projet. Alors ici, il y a des projets, par exemple, auxquels vous ne pensez pas forcément, mais qui fonctionnent très bien, et je pense notamment aux projets artistiques. Exemple, créer une chorégraphie qu'on va montrer en fin d'année dans une salle publique, dans le village, à toute la communauté, et qui part du vécu qu'on a eu toute l'année sur une AME ou une classe dehors. Ou autre exemple, tout à l'heure je vais vous le montrer, le collège de Papara qui, avec le prof doc et la CPE, ont construit un projet de reportage photo sur l'AME avec les élèves. Donc la dimension projet,
elle paraît dans les travaux scientifiques sur l'éducation à l'environnement, elle paraît première pour qu'il puisse y avoir cette transformation positive. Deuxième chose, cette approche doit être collaborative, c'est-à-dire qu'il faut créer visiblement les dispositions pour que les élèves puissent s'entraider, faire des choses ensemble, se compléter, être solidaires d'un objectif. Il y a dans la littérature un consensus là-dessus. S'il n'y a pas de dimension collective, la portée de son action, elle a moins de sens. Quand je fais quelque chose, quand je ramasse les déchets, si je le fais que pour moi, ça n'a aucun sens. Si je ramasse des déchets, c'est pour mon frère, ma sœur qui viennent à la plage aussi, c'est pour mes copains qui viennent à la plage aussi, c'est pas pour moi. Individuellement, alors ça peut avoir une dimension individuelle, c'est possible, mais c'est beaucoup plus efficace s'il y a une dimension collective. Et si ça donc nécessite de la collaboration entre élèves au moment du dispositif. Enfin, troisième point de ces pratiques, eh ben vous l'avez vu, il faut considérer que l'élève, il est acteur. Et on ne peut pas faire de l'éducation à l'environnement avec un élève passif, assis sur sa chaise, qui reçoit des connaissances. C'est impossible. Vous l'avez compris par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc votre rôle en tant qu'enseignant, c'est quel rôle donner à l'enfant pour qu'il soit acteur de cette éducation à l'environnement. Pensez l'activité de l'élève. Et comment je fais pour lui laisser une part d'activité, malgré les consignes que je passe, malgré les problématiques de sécurité, etc. etc. Ça, c'est très compliqué à faire in situ. Et enfin, dernière chose, l'approche corporelle et sensible. Et sensorielle. Je ne vais pas développer, vous l'avez compris. Voilà. C'est, dans les travaux scientifiques, beaucoup plus marquant, beaucoup plus efficace d'un point de vue de la transformation du rapport à la nature, dès lors qu'il y a des émotions, qu'il y a des expériences significatives qui sont vécues. Et là-dessus, il y a plein de psychologues qui ont fait des travaux sur, par exemple, quand on interroge des adultes sur qu'est-ce qui influence leur rapport à la nature, ils ont tous des expériences significatives qui sont liées à des émotions. Quelque chose à un moment, un jour, ils ont vu qui les a dégoûtés ou qui au contraire les a enthousiasmés. C'est toujours vécu par rapport aux émotions. Posez-vous la question pour vous. Comment vous avez construit votre rapport à la nature? Qu'est-ce qui vous drive en quelque sorte quand vous pensez au rapport au monde? Et vous verrez sans doute que vous trouverez des expériences significatives vécues avec vos parents, avec l'école, avec vos copains, etc. Voilà, en tout cas, pensez ces approches comme complémentaires, permettant de vivre des expériences significatives. Évidemment, vous avez compris qu'une approche magistrale, non seulement elle n'est pas efficace, mais en plus elle peut avoir des effets négatifs sur le rapport à la nature. C'est-à-dire que quand on est face à ce que Paul nous a présenté ce matin, alors il l'a fait parce qu'on était des adultes, mais s'il fait ça face à une classe et qu'il dit aux enfants « on va vers 4 degrés de réchauffement, la Terre sera plus habitable, il n'y aura plus d'atoll dans les Tuamotu, et puis on ne pourra plus produire suffisamment de nourriture pour tout le monde », les élèves, ils peuvent aussi se dire « moi je ne veux pas entendre ce discours. Moi je suis un enfant de mon monde, j'ai envie de vivre. » Je n'ai pas envie de tout de suite, vous voyez. Donc ça peut être à l'inverse, l'approche par les connaissances magistrales, elle peut desservir en fait le rapport à la nature. D'où ce que je vous disais sur l'importance de donner une place à l'expérience des élèves. Voilà. Alors tout ça pour conclure, après on fait une petite pause si vous voulez. Avant de passer à un exercice, je vais vous demander de faire quelque chose, mais je vous en parle juste après. On peut le représenter de cette manière-là. Ça a été publié dans des travaux scientifiques. Quel est l'idéal type d'un programme d'éducation à l'environnement favorisant une transformation positive du rapport à la nature? Quand je dis idéal type, c'est une espèce de forme idéale qui est évidemment inatteignable, mais qui serait le modèle d'un dispositif d'éducation à l'environnement. Et vous allez voir que ça a un impact sur votre approche de l'enseignement. Donc, cet idéal type, il fonctionne sur un certain degré de naturalité, vous avez compris, suffisamment important pour que ça soit percutant, mais pas trop important non plus pour que ça crée des émotions négatives. En tout cas, il y a quelque chose autour de la naturalité, quelque chose autour du temps, à la fois durée longue ou la plus longue possible, mais surtout récurrence. Site spécifique, nouveau local, plutôt local,
mais si je peux avoir un peu de nouveau, c'est pas mal aussi. Pas faire que du local tout le temps, mais pas faire que du nouveau non plus, parce que sinon il y a moins de projection. Et d'un point de vue des 4 modalités pédagogiques, donc essayer de combiner tout ça. Concrètement, on pourrait formuler ça sous forme de compétences chez les élèves. Posez-vous la question de mes élèves de tel niveau, quelles compétences je cherche à développer quand je mets en place un projet d'éducation à l'environnement, en regard non pas de ce que me disent les textes, sur lesquels on va venir tout à l'heure, mais en regard de ce que me dit la littérature. Ici, par exemple, projet. La compétence, est-ce que ça ne pourrait pas être savoir mener une action, par exemple, en faveur de ma plage, qui soit finalisée par, je ne sais pas, une réglementation ou bien une œuvre culturelle. Voilà. Ça peut être une compétence, savoir se projeter dans une activité régulière, finalisée sur un projet tel ou tel. Collaborative. Savoir travailler avec les autres, travailler en groupe, prendre en compte la parole de l'autre pour savoir ce qui est important. Je prends un exemple que j'ai pris ce matin et qui me paraît très intéressant sur cette approche collaborative et cette approche par le débat. C'est dans une AME en France, en Bretagne, où les élèves avaient fait avec leurs enseignants le constat qu'il y avait beaucoup de déchets sur la plage. Et suite à ça, ils se sont réunis et ils ont débattu. Et certains disaient, s'il y a beaucoup de déchets, c'est qu'en fait, il y a des poubelles. Et d'autres disaient, s'il y a beaucoup de déchets, c'est que les personnes n'ont pas pris conscience en fait, de l'importance de ramasser leurs déchets. Et donc, ça se traduisait par 2 positions. Des élèves qui disaient, il faut mettre plus de poubelles sur la plage, pour que les gens puissent mettre plus leurs déchets dans les poubelles, et d'autres qui disaient il faut surtout enlever les poubelles pour que les gens soient responsables vis-à-vis de leurs déchets et les ramènent chez eux ou dans des bennes, etc. Et donc il y a eu ce débat pendant 1 année entre ceux qui voulaient des poubelles et ceux qui ne voulaient pas de poubelles. Au final, les élèves ont décidé d'enlever les poubelles. Et l'année d'après, ils ont refait une étude et ils se sont rendus compte qu'en enlevant les poubelles de la plage, il y avait moins de déchets sur la plage. Parce qu'en fait, les poubelles, c'est le vent, c'est les chiens, c'est tout ce que vous voulez. C'est en fait des facteurs de dissémination des déchets. Alors que quand on enlève les poubelles, les gens, pas tous, mais beaucoup, reprennent leurs déchets et les gèrent autrement. Et donc voilà, pour vous montrer, ça c'est savoir prendre en compte la parole de l'autre, savoir débattre dans un collectif. Ça peut être une approche donc par les projets d'éducation à l'environnement. Et puis vous pouvez faire ça pour toutes les dimensions. Savoir s'engager durablement, par exemple, ici, sur la durée ou sur la récurrence, savoir organiser son action ou organiser son engagement dans un dispositif d'éducation à l'environnement sur une année complète. C'est-à-dire garder un niveau de motivation et d'engagement suffisant pendant les... Voilà. Tout ça peut être formulé sous forme de compétences. En tout cas, voilà ce que nous apprennent les travaux, et je finis là-dessus avant de faire cette petite pause, en vous disant que on peut s'amuser, entre guillemets, à schématiser cet idéal type et donc à cartographier la caractéristique d'un dispositif d'éducation à l'environnement. Pour synthétiser, il ne s'agit pas d'évaluer des dispositifs et de dire ce dispositif est bien ou ce dispositif est moins bien. Tous les dispositifs potentiellement sont bien. Même un dispositif qui est proche du 1, il peut très bien, selon la manière dont il est envisagé par un enseignant, être pertinent. Mais évidemment, plus vous vous rapprochez du 5 dans chacun des critères, plus il y a des chances que le dispositif soit transformateur. D'accord ? C'est ça qu'il faut retenir peut-être. On ne peut jamais créer un dispositif et un projet qui soit sur le 5 partout, tout le temps. C'est impossible. Et puis même d'un point de vue des mises en œuvre, parfois, même si vous avez prévu que la collaboration doit fonctionner, peut-être que en fait, ça ne fonctionnera pas trop ou moins bien. Donc voilà ce qu'il faut se dire. C'est un outil, cet idéal type. C'est un outil intellectuel. C'est un outil théorique qui permet de penser des mises en œuvre, mais qui n'est pas du tout une recette miracle
Voilà. Encore une fois, vous pouvez avoir des AME qui, a priori, cochent le plus de cases parmi tous les dispositifs, qui en fait ne fonctionnent pas du tout ou qui sont très peu pertinentes d'un point de vue de la transformation du rapport à la nature. Alors, je voulais continuer justement en discutant un peu les textes, et je m'excuse pour les groupes qui ont travaillé sur les autres dispositifs, ça aurait été bien d'en discuter aussi, mais vous voyez qu'on est un petit peu pris par le temps. Et puis je voudrais vous laisser la possibilité de quelques questions après. Je voudrais vous parler maintenant de ce qu'on retrouve dans le référentiel EDD national et finalement de la manière dont on peut l'interpréter, le critiquer. Ici, j'ai choisi de vous montrer la compétence agir individuellement et collectivement pour construire un monde durable, qui est une compétence qui se décline cycle par cycle, 1, 2, 3, 4 et lycée, et qui commence par donc, en cycle 1, le fait de participer, qui devient comprendre pour agir, qui devient devenir acteur de ses choix, devenir un acteur engagé et devenir un citoyen engagé et critique. Alors pourquoi je vous présente ça ? Parce qu'en fait, ce que nous montrent les travaux faits au niveau mondial sur l'éducation à l'environnement, c'est que ça, c'est un curriculum formel. Et c'est un curriculum idéal, pensé par l'institution scolaire, mais qui, de fait, n'est pas nécessairement celui qui va le mieux fonctionner selon les contextes. Je prends un exemple. Pourquoi, en cycle 2, n'aurait-on pas de dimension critique ? Pourquoi la dimension critique ne serait-elle valide qu'au lycée ? Comme si des élèves de cycle 2 n'étaient pas capables de ne pas être d'accord avec quelque chose qu'ils voient, de ne pas être d'accord entre eux, et de décider collectivement de faire autrement, et donc d'avoir une approche critique. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que dans ce curriculum-là, on a l'impression en fait qu'on va vers le statut d'éco-citoyen. Et finalement, ce n'est qu'en lycée qu'on devient vraiment un éco-citoyen lucide, engagé, critique, etc. Mais de fait, cette critique, elle peut très bien être travaillée bien avant dans les cycles. Il y a des projets, par exemple des classes de découverte, par exemple des sciences participatives, qui peuvent être menés avant les lycées et qui permettent d'aller vers cette critique. Donc, difficile de dire ça à des étudiants qui passent un concours et qui ont à se conformer au texte. Donc je vous montre les textes et je vous ai montré toutes les ressources au début, tous les liens vers les ressources sur ces curriculums. Simplement, c'est aussi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que on va vous juger aussi sur votre créativité et votre capacité à prendre du recul par rapport à ces injonctions ministérielles qui peut-être parfois, dans certaines configurations et au vu de certains projets, peuvent être discutées, débattues. D'accord ? Je vais ici vous parler des freins à la mise en place des projets d'éducation à l'environnement. Et vous allez voir que le côté institutionnel est malheureusement l'un des freins les plus importants, alors même qu'il est censé faciliter la mise en œuvre. Parmi les freins qu'on a repérés dans tous les entretiens qu'on a fait avec les enseignants et dans toutes nos observations, donc tout ce que je vous dis là, c'est issu de la recherche. Ce n'est pas uniquement nous qui pensons que, c'est ce qui ressort des entretiens. Il y a 5 grands obstacles aujourd'hui à la mise en œuvre des projets d'éducation à l'environnement. Le premier obstacle, il est administratif, c'est-à-dire c'est la réglementation. Est-il possible de sortir de l'école avec des élèves ? Qu'est-ce que je dois demander comme autorisation aux parents ? Est-ce qu'il est possible d'aller dans l'eau avec les élèves ? Jusqu'à quelle profondeur ? Si je n'ai pas des diplômes ? Toutes ces questions administratives. Est-ce que j'ai le droit de longer la route avec mes élèves pour aller jusqu'à l'AME qui est juste à 500 mètres ? Toutes ces questions administratives, c'est le premier frein. Je ne suis même pas en train de parler de tel obstacle, créer telle difficulté. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des enseignants qui, de toute façon, vont décider de ne pas mettre en place de projet d'éducation à l'environnement parce qu'il y a ces freins.
et que d'abord ils doivent réfléchir aux autorisations à demander. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est tout ce qui est pédagogique. Et c'est la construction des curriculums. Concrètement, un enseignant, s'il ne s'engage pas, c'est parce qu'en fait, il ne sait pas quoi faire avec ce dispositif d'éducation à l'environnement. Quand je vais au Fare Natura avec mes élèves, qu'est-ce que je fais? Quel est mon objectif? Quelles compétences je travaille? Avec quelle progression sur l'ensemble de l'année? Quelle progression intercycle? Toute cette construction pédagogique, elle est complexe. Il faut la travailler et en plus, les outils ministériels, des fois, sont un peu hors sol. Donc, la deuxième raison qui fait que les enseignants ne s'y engagent pas, c'est que c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Vous n'avez pas forcément vécu, vous en tant qu'élève, de grands curriculums d'éducation à l'environnement, comme ce sera peut-être le cas pour nos élèves d'ici 20 ans. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a vécu, ce n'est pas forcément quelque chose que nos collègues dans l'équipe ont vécu, et donc parfois on est un peu seul par rapport à ça. Et le meilleur exemple, c'est des fois les enseignants qui nous disent « j'ai envoyé mon projet à l'inspection, et le retour c'est il n'y a pas suffisamment d'interdisciplinaire, ou pas suffisamment... » Et du coup, ils ont l'impression de ne pas être bons sur la mise en œuvre pédagogique et didactique de ces cycles-là. Et donc, ils décident de ne pas y aller, comme s'ils voulaient s'auto-éliminer, si vous voulez, en quelque sorte. Le troisième, il est structurel, et il est lié notamment au fait que, nécessairement, les projets d'éducation à l'environnement sont partenariaux. C'est-à-dire qu'on travaille, vous l'avez compris, quasiment tout le temps avec des personnes extérieures à l'école. Et l'un des soucis, c'est que, ça, vous pouvez commencer à vous en rendre compte, mais le champ de l'éducation à l'environnement commence à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des entreprises qui se construisent, des associations qui se professionnalisent pour vendre des services aux écoles. C'est déjà le cas en Polynésie. Pour la DG2E, elle fonctionne avec 9 patentes, qui sont les 9 personnes autorisées à intervenir dans les écoles. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, comme pour l'aide aux devoirs, avec Academia et ce que vous voulez, avec toutes les structures privées qui existent, on peut imaginer que d'ici 15 ans, il y ait des structures privées qui se construisent et qui proposent des services aux enseignants, pour qui ce sera, pour certains, bien confortable de faire appel via la caisse de l'école et puis une contribution des parents. Voilà. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Et je ne vous laisse même pas imaginer, notamment en France, du débat public-privé dans ce champ-là. Puisqu'en fait, certaines écoles privées sont déjà parties sur ce modèle-là, quand certaines écoles publiques... Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que les enseignants, ils freinent parce qu'ils ont l'impression de devoir discuter avec des personnes qui sont trop spécialistes, qui sont ultra spécialisées, ultra professionnalisées sur le champ de l'éducation à l'environnement, et qui ne sont pas forcément capables de comprendre ce que c'est un élève de CE2. Et ça, on le constate quasiment à chaque sortie. L'impression que, voilà, quand un scientifique utilise un nom latin pour déterminer un corail, l'enseignant, des fois, il se dit « mais on est à des millénaires de ce que je voulais faire, en fait ». Ensuite, un peu plus fine à apercevoir, une difficulté idéologique. Alors, qui est la suivante. On a mené des travaux sur la notion de crise dans l'école et sur la manière dont les enseignants abordent les crises. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des enseignants qui essayent d'éviter le sujet de la crise, des crises. Alors, je vous passe les détails sur les débats religieux, par exemple, et la question de la laïcité, des enseignants qui décident de ne plus aller sur ces sujets-là, notamment dans certains établissements en France métropolitaine. Mais c'est un peu pareil sur l'écologie. On a eu des retours d'enseignants qui disent « Moi, je n'ai pas envie de créer des échos anxieux. Je veux que mes élèves ils soient heureux à l'école. Et donc, je n'aborde pas de sujets complexes. » Parce que nécessairement, quand vous faites un projet d'éducation à l'environnement, eh ben, vous parlez de la chute de la biodiversité, vous parlez du blanchissement des coraux, vous parlez du réchauffement et de l'acidification des océans, etc., etc. Et c'est un des freins, au moins symboliques, ou en tout cas psychologiques,
à l'engagement d'un enseignant dans l'éducation à l'environnement. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, mais sans doute que vous êtes une génération qui allait peut-être avoir plus de facilité à mettre en œuvre cette éducation à l'environnement que des générations précédentes, des profs qui ont été formés il y a 20 ans, qui ont un espèce de blocage que vous connaissez tous, hein. C'est ce côté un peu, pas climato-sceptique, mais surtout ne pas prendre en compte ce qui est dit, faire un peu l'autruche, de toute façon ça passera. Voilà. Il y a des enseignants qui sont comme ça aussi, et qui n'ont pas envie, qui restent sur des trucs très classiques, où ils ne prennent pas de risque, entre guillemets. Bon. Parce que c'est prendre un risque quand même de faire un projet d'éducation à l'environnement. Quand je dis prendre un risque, je vous donne un exemple. En fait, il y a des enseignants qui apprennent autant que les enfants, hein, quand vous allez sous l'eau, là. Donc quand je dis que c'est un risque, c'est que vous montrez aux enfants que vous êtes égal à eux-mêmes, quoi. Alors que c'est une position que l'enseignant n'a jamais dans sa classe. Ça, c'est intéressant. Et puis symbolique, représentation, voilà. Alors là, je vous donne un exemple. Une classe de CAP coiffure qui, juste 2 semaines avant le diplôme de fin d'année du CAP coiffure, fait un stage de surf en Bretagne. Et les profs les profs principaux, entre guillemets, du CAP coiffure, vont voir les profs de PS en disant « c'est inadmissible, pourquoi programmer ça 2 semaines avant, les examens, elles ont besoin de travailler, il faut qu'elles révisent leurs examens, etc. » Ouais. Mais en fait, pendant cette semaine de surf, il y a des filles là, parce que majoritairement c'est des coiffeuses, il y a des filles qui n'avaient jamais mis une combinaison, qui n'étaient jamais montées sur une planche de surf, qui n'avaient jamais expérimenté ce qu'était une vague, et qui ont peut-être, d'un point de vue personnel et émotionnel, appris 10 fois plus qu'en révisant leurs examens pour le CAP de coiffeur. Je ne suis pas en train de juger, là encore. Je suis en train de vous dire qu'il y a des profs qui vont dire « non, on ne fait pas ça parce que… » Exemple, mais le meilleur exemple, c'est les termes. Est-ce que c'est possible de faire de l'éducation à l'environnement avec les termes ? Ben non, en termes, on prépare le bac. Hein. Pas le temps de faire de l'éducation à l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si l'éducation à l'environnement était réservée aux primaires ou aux classes où il n'y a pas de diplôme. En terminale, c'est particulièrement évident. Il y a des freins et il y a donc aussi des leviers, c'est-à-dire des espaces favorisants. Évidemment, tout ce qui est sortie scolaire, tout ce qui est, disons, réflexion pour que dans l'emploi du temps existent des moments dans l'année où on peut sortir, ça c'est très favorisant. Imaginons un collège dans lequel le chef d'établissement décide que toutes les classes, une fois par trimestre, ont une demi-journée banalisée pour une sortie d'éducation à l'environnement. Ça peut être dans le projet d'établissement. Et tous les profs savent que cette demi-journée-là, ils vont pouvoir l'investir, sans avoir à justifier auprès des 3 collègues en question qu'il faut sortir et que c'est important. Vous voyez ? Donc, les espaces étant propices. Évidemment, quand ça fonctionne, les dispositifs d'éducation à l'environnement, c'est que les enseignants ne sont pas seuls, mais qui sont souvent plusieurs à être convaincus et qui réussissent à se mettre ensemble et à être un peu force de proposition pour l'ensemble de l'établissement. Ce qu'on voit, c'est que dès lors que les projets d'éducation à l'environnement reposent sur un enseignant ou une enseignante, ils sont fragiles, très fragiles. Il suffit qu'une année, vous décidiez de faire autre chose ou que vous ne soyez plus là parce que vous êtes en dispo ou en congé de maladie ou ce que vous voulez, et le dispositif s'effondre. Donc l'un des enjeux pour réussir à construire un vrai curriculum d'éducation à l'environnement dans un établissement, c'est de partager ce projet avec d'autres enseignants. Et peut-être, je dirais même que c'est l'une des premières choses qu'il faut faire avant même de vouloir construire un projet tout seul. Trouver des enseignants qui veulent y participer aussi pour qu'il y ait une dynamique collective. Voilà, c'est ce que je disais, l'épanouissement lié aux dynamiques collectives, travail en équipe, c'est l'une des dimensions fondamentales de la réussite du projet. Et enfin, le soutien du projet, chef d'établissement, inspecteur. Voilà, ce sont des projets où il faut communiquer, il faut expliquer ce que vous faites, il faut convaincre, et dès lors qu'on peut avoir les soutiens, ça permet effectivement aux enseignants de créer quelque chose. Et j'insiste vraiment sur cette idée de créativité. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, ça fait un modèle, et on pourrait avoir tendance à se dire il faut à tout prix suivre toutes les étapes du modèle. Mais non, vous avez compris ce que je vous ai dit au début. L'enseignant doit être créatif en fonction de balises un peu qu'il a, dont il sait que ça fonctionne, qu'il puisse construire lui-même le projet qui correspond bien à sa classe, à son établissement, à son territoire, aux partenaires extérieurs, aux parents, etc. etc. Voilà. Pour finir, deux choses sur lesquelles
il n'y a pas encore de consensus institutionnel au niveau de l'éducation nationale. La première chose, l'éducation nationale n'a pas encore réussi à construire un parcours de formation sur la durée de la scolarité d'un point de vue des mises en œuvre pédagogiques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il existe un parcours de formation sur les compétences. Exemple ici, compétences, faire preuve d'esprit critique. Vous avez 1, poser des questions, 2, se poser des questions, 3, reconnaître et caractériser, comme tout à l'heure. Donc, d'un point de vue des compétences, il existe, mais d'un point de vue des mises en œuvre pédagogiques, il n'y a pas du tout de clés données par les institutions. Exemple, on n'a pas de texte dans lequel il est dit « il faudrait qu'au cours de sa scolarité, un élève ait vécu une classe de découverte, une séquence de classe dehors, un programme de sciences participatives et un programme tel que celui des éco-délégués ». C'est écrit nulle part. Or, ça pourrait peut-être donner des clés, faciliter le travail des enseignants, surtout en interdegré et surtout en interdisciplinaire au sein même d'un collège ou d'un lycée. Si le prof de SVT de 3e sait qu'avec le prof d'anglais de 5e, il y a eu une classe de découverte, peut-être qu'il pourrait penser à un projet complémentaire à ce qui a été fait en 5e. Et ça, c'est assez rarement le cas. Très souvent, les enseignants construisent leurs projets à l'échelle de leur niveau de classe, avec les enseignants avec lesquels ils travaillent le mieux, mais ils ont du mal à imaginer qu'un élève puisse suivre un parcours de formation. Imaginez, je suis en CP, je fais une classe dehors, CE2, classe de découverte, en CM2, je fais des sciences participatives, et au collège, je fais une AME, un éco-délégué. Voilà un parcours de formation EDD d'un point de vue des mises en œuvre pédagogiques, des dispositifs créés qui permettent chacun de développer des niveaux de compétences. Ça, c'est la première question. Et enfin, il y a une deuxième question qui, pour l'instant, n'est pas traitée, nous semble-t-il, en tout cas avec nos regards de chercheurs, c'est la question des équilibres des expériences d'élèves. C'est-à-dire que dans notre école, pour l'instant, on ne se pose pas la question de l'équilibre entre les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les émotions, les perceptions, la motricité, etc. Et on pourrait imaginer que l'une des clés de l'école du futur, ce serait d'essayer d'équilibrer en fait ce qui est apporté d'un point de vue des savoirs, des savoir-être, de la motricité, de l'expérience sensible, etc., etc. Comprenez ce que je veux dire? Comme s'il y avait un parcours, un curriculum des expériences vécues par un élève au cours de sa scolarité. Pour se dire par exemple, mais cet élève en fait n'a vécu que des savoirs, que des apports de connaissances dans tous les programmes qu'il a eus. Et il y a très peu, alors évidemment je ne parle pas de l'EPS obligatoire, etc., mais globalement, la manière dont il a approché l'éducation à l'environnement a toujours été plutôt du point de vue des savoirs. Ou au contraire, elle a toujours été plutôt d'un point de vue des émotions, et moins des savoirs. Pourquoi pas? Alors ça n'arrive en général jamais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, notre école centraliste, républicaine, construite par Jules Ferry autour de la question de faire nation sur un socle de savoir commun, etc., elle a tendance à valoriser les savoirs, et notamment sur les approches naturalistes. Ce n'est pas pour rien que très souvent, ce sont les enseignants de SVT qui mènent les projets de l'éducation à l'environnement. On pourrait imaginer que les sciences, quelque part, puissent être appréhendées par le corps, par l'intermédiaire de tout un tas d'autres disciplines. Je pense à l'EPS bien sûr, mais je pense par exemple au français avec le théâtre, ou à l'anglais avec le théâtre aussi, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le corps peut être présent dans d'autres disciplines qu'uniquement l'éducation physique, par exemple. Voilà, et je voudrais finir avec cette métaphore de l'arbre. Alors, voilà comment on pense l'éducation à l'environnement aujourd'hui. On a des connaissances scientifiques de toutes sortes, naturalistes, géologiques, physiques, astrophysiques, etc., qui nourrissent un projet pédagogique mis en œuvre différemment dans une école, dans une autre école, dans une troisième école, dans une classe,
par un enseignant qui débouche sur des expériences d'élèves. Très souvent, c'est de cette manière-là qu'on voit les dispositifs d'éducation à l'environnement. On part des connaissances, c'est un peu ce qu'on a fait ce matin avec les M1, pour construire des principes pédagogiques et didactiques qui donnent lieu à des mises en œuvre et donc des expériences. Vous êtes d'accord avec moi, je pense? Et l'un des postulats sur lequel beaucoup de chercheurs s'accordent aujourd'hui, c'est qu'on pourrait imaginer une éducation à l'environnement qui, comme c'est le cas dans la nature, soit un petit peu à l'inverse. Ce sont les expériences d'élèves qui déterminent ce que les enseignants pensent de leur dispositif, qui déterminent la manière dont ce dispositif est mis en place à l'école, qui déterminent la manière dont les connaissances scientifiques sont mobilisées. C'est-à-dire que ce que j'essaye de vous dire, c'est que peut-être qu'une pédagogie inversée ou une didactique inversée qui part des expériences de l'élève pour remonter vers quelles connaissances scientifiques sont intéressantes, ça peut être pertinent aussi. Dans les AME, c'est net. Les élèves, ils arrivent sur la plage et là, on leur dit « Aujourd'hui, on va faire du corail. » Alors, le corail tubulaire, le corail... Allez, on va à l'eau. Et donc, on fait les connaissances scientifiques et on se préoccupe tout à la fin de ce que l'élève, éventuellement, a pu vivre et de ce dont il se souvient. Imaginez la même chose à l'envers, où le référent scientifique dit « On va dans l'eau. On va dans l'eau. On s'amuse, on s'immerge, etc. » Apparaissent des questions. De ces questions, je construis je vais vers une connaissance en passant par le débat entre élèves, la contradiction avec ce que pense le prof, l'intervention du prof qui fait un lien avec ce qui a déjà été fait avant, et petit à petit, je vais vers la connaissance. Et vous comprenez que, sans doute, si on parle de transformation positive du rapport à la nature, c'est vers ce type de scénario aussi qu'il faut envisager d'aller. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on est enseignant et qu'on veut faire de l'éducation à l'environnement, il faut faire confiance aux enfants. Il faut faire confiance à leur expérience, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils font remonter. Parce que nous, adultes, on a tendance à projeter sur la nature notre manière de voir les choses, qu'on a construite dans une société passée, une société post-industrielle, néolibérale, etc. Les enfants qui ont 8 ans, a priori, ils voient la nature autrement. Pour eux, un crabe peut avoir les mêmes droits qu'un homme. C'est quand même quelque chose de très intéressant pour aborder l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas de cette expérience-là de l'enfant pour aller vers la construction d'un curriculum de formation? Donc voilà, je vous laisse avec ça. Alors évidemment, c'est un peu ambitieux, etc. Mais je trouve que philosophiquement, c'est plutôt intéressant. Ça vient d'un ouvrage que vous connaissez peut-être, de Peter Wolleben, qui est un forestier allemand et qui a travaillé sur les arbres dans notre société et qui a montré qu'en fait, un arbre, on voyait toujours qu'une seule manière, c'est-à-dire de la sève, ça monte dans le tronc, puis ça va vers les branches et ça fait les feuilles. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que l'arbre, en fait, il existe d'abord par la feuille, qui va permettre de capter la lumière, qui permet à la branche d'exister, et donc au tronc, et donc aux racines, etc. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, d'avoir ce point de vue un peu décentré de l'école d'un forestier. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est comme un iceberg, hein. On ne peut pas dissocier ce qui est en haut de ce qui est en bas. Peu importe dans le sens dans lequel vous le prenez, vous avez compris. En tout cas, tout ça est un système, et l'éducation à l'environnement, sans doute, est un système à la fois idéologique, mais aussi pédagogique à penser. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés là-dessus. Merci à vous.